neurotransmetteurs, ben, c'est toutes les substances nécessaires pour créer le bien-être, une humeur stable, se sentir en équilibre au niveau du rythme éveil-sommeil, mais aussi contribuent à toutes les sphères hormonales. Donc, ces neurotransmetteurs-là viennent aussi influencer comment les glandes sexuelles fonctionnent, la glande thyroïde, hein, tout le rythme éveil-sommeil, les enjeux neurologiques, notre appétit, notre mémoire, nos fonctions cognitives sont toutes régulées par nos neurotransmetteurs ainsi que nos hormones. Et ces fondements hormonaux et de neurotransmetteurs proviennent de l'intestin. Geneviève Labonté-Chartrand est docteure en psychologie. Elle est formée en médecine fonctionnelle et elle est praticienne GAPS. GAPS, c'est pour Gut and Psychology Syndrome. Et donc, elle fait les parallèles entre la santé du microbiote et les problèmes de santé mentale. C'est tout un monde. Je ne connaissais pas grand-chose là-dedans, alors j'ai vraiment des questions de néophyte, mais vraiment super fascinant. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. J'espère que ça va vous éclairer aussi. Bonjour Geneviève. Hello! La raison pour laquelle on n'est pas présentement réunis dans mon studio, c'est que tu es au Mexique. Oui! Tu t'es expatriée dans les dernières années. La raison pour laquelle je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de parler ben, en fait, on m'a référé souvent ton nom et Oui. j'ai vu que tu me suivais. Donc, tu gravitais un peu dans ma sphère tu parles beaucoup des liens entre la santé mentale et la santé digestive. Exactement. Alors, on va discuter de ça, mais avant qu'on commence à parler de ça, juste parce que je viens de plugger que tu es au Mexique puis qu'il y a de l'air à faire chaud chez vous, Il j'avais fait envie de chaud. savoir oui, c'est ça, on va peut-être te voir suinter un peu. Oui, ben j'ai l'air climatisé, mais là, oui, c'est nécessaire. C'est plus C'est que clair. nécessaire. Oui. Comment se fait-il que tu as choisi le Mexique pour aller vivre ta vie ailleurs? Pourquoi le Ah, c'est Mexique? une bonne question. En fait, c'est un effet rebond. Mon conjoint travaillait déjà aux États-Unis Ah, depuis OK. quelques temps et on avait quand même un réseau social intéressant. Puis, en fait, les États-Unis sont intéressés par... Oui, tu me énormément. vois-tu encore? Oui, Je oui, t'ai perdu c'est dans moi l'image. qui a changé la caméra. Je t'ai eu, hein? Parfait. Tu m'as fait On un est petit encore peur. là. Mais surtout qu'ici, la connexion, c'est très C'est ça. aléatoire. Fait que j'ai eu un petit... Tout va euh, bien. c'est ça. Donc, en fait, c'est ça pour sa carrière, mais également parce que je convoite peut-être de l'enseignement dans une université américaine prochainement. Donc, j'ai des projets aux États-Unis. Donc, le premier pas, c'était d'aller explorer mes options professionnelles. Et bien sûr, on a abouti au Mexique pour différentes raisons sur le plan de comment dire, des délais dans le traitement de certains dossiers. Puis, on a décidé de venir explorer le Mexique avec les enfants. Et finalement, on est tombé en amour, finalement, Ah tout oui, hein? simplement. Oui, on À est ce tombé en point-là? amour. Oui, à ce point-là. Parce que tu vois, tu sais, j'y ai pensé souvent au Mexique. Je suis allée souvent dans le Yucatan, là où Oui, tu es. Puis, oui, tu sais, il y a quelque chose de très américanisé quand même. Tu sais, des fois, on peut même avoir l'impression que c'est plus tant que ça le Mexique comme ce qu'on peut imaginer. Le Mexique, c'est un immense pays, là, mais tu sais, oui, c'est c'est très, très très grand. il y a des Mhm. Walmart, il y a des McDo, puis Oui. c'est quand même assez cher aussi le coût de la vie parce qu'il y a énormément d'expats. Est-ce que donc mais quand tu dis que tu es tombée en amour, c'est quoi le coup de cœur exactement? Ben, moi, je suis tombée en amour avec l'espèce de relâchement au niveau sur le plan de la liberté, hein. C'est-à-dire que tout est un peu différent sur le plan des règles, sur le plan tu sais, on peut autant voir sur la route des gens qui, c'est un peu cliché, là, mais quand on vient d'un pays où tout est organisé au quart de tour, moi, ça m'a vraiment ouvert un peu le cœur et l'esprit à la liberté, Ouais. à explorer les pueblos. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé le Mexique là, depuis la dernière année. Et puis voir leur culture. C'est des gens qui sont vraiment très axés au niveau énergétique. Ça, c'est tout un monde aussi, moi qui viens d'un domaine, je vais dire, très scientifique, là, d'observer comment les professionnels de la santé ici intègrent de façon holistique dans leur pratique des techniques énergétiques. Fait que moi, ça m'a vraiment fascinée. Mmh. On voit beaucoup moins ça, fait que ça m'interpelle où j'étais rendue dans ma vie professionnelle à ce moment-là. C'est comme tomber vraiment à point. Vraiment Est-ce à que tu point pour parles moi. espagnol? Je dirais que je me débrouille très bien maintenant. OK, Alors, OK. cours intensif, mes enfants sont en pleine immersion espagnole actuellement. Donc, Ouais, ils vont à l'école en espagnol temps plein. Donc, ils sont c'est meilleurs que génial. moi. Ils me corrigent, Oui. ils corrigent mes temps de verbe. Mais Ouais, oui, ça c'est va ça. bien.
Ça va vraiment bien, oui. Tes enfants, il y a aussi le fait, j'admire ton courage d'être partie avec, tu as 2 jeunes ados? Les Oui, 2 sont ados? 14 et 16 ans. Mmh. Donc quand tu bon, c'est ça, ils étaient vraiment dans leur adolescence quand tu es partie, les Oui, déraciner dans une période quand même qui peut être assez, cruciale pour, le développement des en tu sais, l'appartenance, la gang, tout ça, oui, comment ça s'est oui. passé dans l'aspect familial, faire ça? Ça s'est passé comme, j'ai beaucoup misé sur leur capacité adaptative, hein. C'est-à-dire que, on a tendance à voir nos enfants comme, presque traumatisés avant même que le trauma arrive, là, dans notre société. On projette beaucoup, comme dans mon domaine comme psychologue, je le vois couramment, je l'ai vu toute ma carrière, mais on projette beaucoup sur les enfants la crainte que qu'ils ne Mmh. soient pas bien. Alors, nous, on a une cellule familiale très serrée. On a vraiment focusé, évidemment, dans l'adaptation sur les enfants, sur l'apprentissage de la langue, sur le voyage. Donc, ça a été une adaptation, je veux dire, intéressante et une partie intégrante de leur vie d'adolescent. Ils ont dû déployer leur stratégie d'adaptation. Puis finalement, pour se rendre compte que des amis, ça va et ça vient, c'est des relations, hein, c'est un peu comme de l'énergie finalement, mais aussi Ouais. qu'il y a des amis partout, même à l'autre bout de la terre, là. Alors rapidement, ils se sont retrouvés des amis, ils se sont intégrés dans des nouveaux sports. Donc, tu sais, recréer des liens, c'est aussi un apprentissage pour les ados, même enfants ados, que c'est possible. Hein, c'est Mmh. possible partout, partout, pas C'est juste génial. dans nos racines. Donc, ça Non, s'est super bien passé, en fait. Il y je a une pense période que d'adaptation réelle, c'est mais ça. oui, C'est ça. Je pense en fait que tes enfants vont te suivre aussi dans ce que tu veux leur inculquer, là. C'est ça le trip d'avoir une famille, donc tu sais, si c'est exactement. ça, ils vont y Exactement. aller, C'est les là. valeurs, hein, c'est les valeurs familiales et puis, Mmh. heu, les enfants, heu, ce que les parents peuvent croire souvent que les enfants s'adaptent pas, mais les enfants s'adaptent quand ce qui leur est projeté et qu'ils sont capables de s'adapter. Prends quelques secondes de votre temps pour vous annoncer ma grande nouvelle. Ça fait longtemps que je veux faire une conférence et ça va enfin avoir lieu. Ce sera le 13 octobre 2024 à Montréal et ça va s'appeler Décoder la matrice et s'en libérer. Vous pouvez acheter vos billets sur mon site web dans la section boutique sur le hellovesavoir.com. Tous les détails sont là. N'oubliez pas qu'il y a aussi une portion virtuelle, donc vous pouvez acheter vos billets en présence ou en virtuel si vous êtes trop loin. Mais je vais vous dire que si vous venez en personne, il va y avoir aussi une section cocktail après, un catharsis où on va pouvoir parler et rencontrer d'autres personnes qui partagent des valeurs communes. J'ai hâte de vous rencontrer. Rendez-vous tout de suite sur le hellovesavoir.com pour rejoindre mon infolettre et ne plus rien manquer du contenu que je mets en ligne. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté VIP pour avoir accès à des contenus exclusifs. Vous pouvez rejoindre avec un abonnement mensuel ou annuel. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur toutes mes autres plateformes si ce n'est pas déjà fait, comme YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr X. Oui. Mmh. Mhm. Mmh mh. Puis tu dirais que ça a été quoi, ton plus grand votre plus grand défi dans cette idée de partir, ça a été quoi la plus grosse adaptation? Ah, eh bien, je t'avais dit qu'on serait dérangés, hein? Le Ça cogne. chien. Le Ah, ça chien cogne, ah! cogne. Ça, j'ai averti tout le building que j'étais en entrevue, puis ça cogne. Hem, donc en fait, ta question était, ça a été quoi le plus grand je pense Défi. que le plus grand défi, c'est de perdre ce qu'on était habitué en termes d'adaptation de luxe, par exemple. Je vais dire de luxe, hein, notre bien-être, notre confort, nos repères. C'est extrêmement déroutant pour les premiers mois et de se refaire une nouvelle routine avec Ouais. un nouvel environnement, des nouvelles habitudes de vie, un nouveau réseau social. Ça demande, il y a une transition là, de 3 à 6 mois qui est quand même un peu plus intense. Ouais, 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 je comprends. Ouais, Ben, ouais, en que tu tout cas, arrives seul, hein, faut que tu puisses compter sur ton partenaire. En fait, tu te ramasses dans une cellule avec tes enfants, avec ton partenaire, et puis tu peux compter que sur ta cellule. c'est ça, c'est ça. Oui. Est-ce que tu dirais qu'il y avait quand même une communauté d'expats qui vous ont aidé à vous intégrer là-bas? Est-ce qu'il y a eu de l'aide sur place? Ben, on a voyagé dans plusieurs endroits au Mexique pour essayer de voir, tu sais, c'était un nouveau pays, on savait pas trop où s'installer. Ouais. Et finalement, on a trouvé un village qui nous plaisait beaucoup. Il y avait quand même plusieurs expats. Évidemment, tout l'aspect de la COVID a fait bouger énormément de monde, hein, on ne cachera pas, là. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé pendant cette période-là. Alors, c'était plus facile qu'on croyait. Des familles. Il y a des nouvelles écoles alternatives qui ont poussé un peu partout. Moi, je suis plutôt dans le Quintana Roo, là. Donc vers le sud, vers le Belize. Des nouvelles communautés, des écoles alternatives. Les gens se sont réinventés pendant cette période. Donc, ça a été
je dirais, assez facile de trouver du support d'expat. Il y a des gens Génial. partout de tous les pays du monde qui se Oui. sont, évidemment, qui sont venus vers le Mexique parce que le pays était complètement ouvert, hein? Donc, il y avait de la Oui. liberté, puis Mais c'est à intéressant la- aussi parce que ça amène des gens qui ont quitté pour les mêmes raisons, donc les mêmes valeurs que vous aussi, là. Tu sais, c'était comme un moment où on étouffait, puis on cherchait une place où on pouvait respirer finalement. Exactement. Et puis, il y a pour toutes sortes de raisons, tu sais, sur le plan religieux, sur le plan des valeurs médicales, personnelles, les pertes d'emploi, bon, tout ce qu'on a vu au Québec, là, dans tous les pays, il y a eu des gens qui ont interprété la situation de différentes façons, puis qui ont dit, ben, ça me convient pas, puis ils ont migré. Fait que, donc, ça Ouais. a créé cette vague là, au Mexique d'arrivée d'expats en grand, grand nombre. Là. Mhm. Wow! Ben, en tout cas, c'est vraiment super, bravo pour de votre courage, là, parce que Merci. faut le faire, se déraciner comme ça. Avec des enfants, là, c'est pas la même chose. Et parlons enfants, c'est justement, ton fils qui t'a amené à t'ouvrir sur l'univers du Oui, microbiote, si oui, je ne m'abuse. Veux-tu c'est nous ça. expliquer un peu comment tu en es venu Oui. à ça? OK. Ben, en fait, je sais pas, tes auditeurs, je sais qu'il y a Je beaucoup de pense que gens tu pourrais qui expliquer c'est quoi le ouais, microbiote. On c'est ça. pourrait commencer à la base. J'allais dire, je commence où? OK. Ouais. Ben, peut-être, je dirais ça, je vais mettre la table un peu. En fait, moi, ben, je suis psychologue clinicienne de formation Mmh. et dans ma profession de psychologue, j'ai fait de la recherche, bien sûr, comme tout bon psychologue, et j'ai travaillé plusieurs années en psychiatrie. Et dans ces années de co-travail clinique, psychiatrie, milieu hospitalier, évidemment, j'ai eu la chance d'observer des milliers de patients, faire des suivis, et évidemment, ayant un accès à la recherche. Tout ça pour dire, je suis en train de dresser un peu la table d'où je viens, là. Ouais. J'ai eu mon premier enfant très jeune. J'étais jeune psychologue, puis j'ai eu mon premier fils, Olivier. J'étais dans ma première année de pratique. Là, on remonte, il y a 17 ans de ça. C'est quoi Et très jeune? Ça veut dire que tu avais j'ai 25? 23 ans. OK, Oui. OK. J'ai soutenu ma thèse de maîtrise avec ma BDN, puis Ah j'ai wow! commencé mon doctorat enceinte de ma deuxième. Donc, j'ai vraiment, ouais, Oh, c'est ça a ça. pas chômé, hein? Oh, J'ai pas chaud, mais ben, b disons-le comme ça. beaucoup de bébés en même temps, C'est ça, beaucoup de c'est ça. projets. Donc, je suis arrivée très jeune professionnelle sur le marché du travail. J'enseignais à l'université à, disons, 24 ans. Mes étudiants étaient plus vieux que moi pour la majorité du temps, puis j'avais un jeune enfant. Fait que c'était comme, en tout cas, Wow! ça pour dire qu'en milieu psychiatrique, j'ai été fouettée, je vais dire fouettée, c'est le mot, quand on commence sa carrière à 24 ans, 25 ans, avec un jeune bébé, puis on rentre dans le milieu psychiatrique, c'est comme tout un monde qui s'ouvre à nous. Là. Fait que je l'ai vécu un peu comme... C'est intense. On minimise là, ce qui se passe un peu dans la psychiatrie d'aujourd'hui occidentale, mais bref, à travers ce parcours de jeune professionnel, de recherche, j'étais toujours en train de finaliser mon doctorat. J'ai eu un enfant qui avait des enjeux de santé quand même importants. Donc, mon Olivier est venu au monde, je dis, avec quelques défauts de manufacture. Mmh. Certains que je peux interpréter causés par moi, mon stress comme maman, mon rythme de vie à l'époque, évidemment, que j'ai transmis mon microbiote à mon fils. Les mamans ont fait ça. Mmh. Mais également, bon, certains, mon fils est né au monde avec des enjeux de santé. Donc, j'ai dû rapidement intervenir avec lui et je me suis trouvée un peu à virevolter dans le milieu de la santé comme étant moi-même jeune professionnelle, jeune mère. Évidemment, quand on est jeune professionnel, on se tourne vers les professionnels. Donc, on reçoit aussi des conseils de la médecine, je vais dire, traditionnelle. Hein? Ouais. Et ça marchait comme pas pour moi. Ça marchait pas. Puis là, on remonte. Mon fils va avoir 17 ans. Là. Ça fait quand même plusieurs années de ça. Là. Et donc, j'ai dû déjà, dans ces premières années de vie, faire des choix en lien avec mes valeurs personnelles, tout ça, pour découvrir des stratégies pour l'aider, pour lui venir en aide. Il y avait non seulement des enjeux physiques importants, des enjeux digestifs importants, une naissance très, très difficile, un enfant qui n'a pas pu être allaité, un enfant qui est né avec des malformations congénitales, une jaunisse, donc un niveau de toxicité élevé, tout ça. Et j'ai rencontré sur mon chemin un professionnel de la santé qui m'a nommé le mot microbiote et Ouais. intolérance. Fait que ça a Mmh. commencé comme ça, mon chemin. Mmh. Mon chemin professionnel, il m'a dit vous, votre fils, là, il ne tolère pas le lait, et il est intolérant à ci, à ci, à ci, à ça. Ses risques de développer un trouble autistique sont extrêmement élevés avec ce que j'observe aujourd'hui. C'est un poupon encore. Et ça ne va pas bien, faites pas ci, faites pas ça. Je suis sortie de cette rencontre-là, je suis comme sous le choc en me disant voyons, comme j'ai jamais entendu parler de ça, premièrement.
J'ai viens de faire 9 ans d'université, jamais personne ne m'a parlé de ça. Et OK, mon enfant a des problématiques, je ne trouve pas de remède dans la médecine occidentale actuellement. Que faire? Puis c'est ça, je suis plongée dans cet univers-là du microbiote intestinal. Est-ce que tu veux expliquer? Ouais, c'est parce que je pense, ça reste encore un peu Un nébuleux peu pour bien vague. des gens, Ouais. c'est quoi le microbiote? Oui, en fait, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, microbes, champignons, je pense en anglais en ce moment, mais tout le beau terreau fertile qui vit à l'intérieur de notre intestin. Moi, j'aime imaginer ça comme une forêt. Et au sein de cette forêt-là, il y a des belles fleurs, des beaux arbres, mais il y a aussi des champignons. C'est tout un écosystème en soi qui est en équilibre, ce qu'on appelle la symbiose, et qui peut aussi être en déséquilibre, ce qu'on appelle la dysbiose. On a un microbiote principal qui est dans l'intestin, mais tous les organes du corps possèdent leur propre microbiote. Et par exemple, la peau est le plus gros microbiote du corps qui est en communication constante avec le monde extérieur. On est habité par plein de bactéries sur la peau. On peut d'ailleurs les transférer à bébé en peau à peau, c'est ça le but. Mais aussi, toutes les muqueuses ont leur microbiote. Donc, au passage vaginal lors de l'accouchement, par exemple, le bébé va assimiler des bactéries également. Et bon, dans l'allaitement, dans tous les transferts, l'humain est fait pour être en un constant transfert de ces bactéries de microbiote avec l'environnement et la nature. Donc, on va recharger notre microbiote avec le contact avec la nature, avec les différents aliments que l'on mange, avec le contact avec les rivières, l'océan, la mer. On recharge et on gère nos microbiotes techniquement avec la nature. Donc, on peut s'entendre d'emblée qu'il y a quelques problématiques actuellement avec la nature. Déconnexion? Une petite déconnexion qui, évidemment, a des impacts majeurs sur la santé de nos bébés, de nos poupons, de nos enfants, maintenant, dans notre société. Quand tu as parlé tantôt du diagnostic on a posé à ton fils, ils t'ont dit il y a beaucoup d'enjeux qui pourraient développer des troubles autistiques. Mais il me semble à ce jour, on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui crée l'autisme, non? J'avais l'impression que c'est encore très, très flou puis que ça peut être un peu mais surtout pas les vaccins, par exemple. Mais ça peut être un peu n'importe quoi sauf ça, en fait. Je comprends. En fait, tu veux que je te donne la réponse de Geneviève, médecine fonctionnelle, praticienne GAPS, aujourd'hui après 17 ans de pratique, ou tu veux que je te donne la réponse de Geneviève, psychologue clinicienne, ce que j'ai appris à l'université, parce que c'est deux définitions différentes. Mais en fait, vas-y avec celle que tu as le goût, mais je serais même curieuse de savoir, lui, c'était quoi son diagnostic? C'était quoi qu'il observait qui l'amenait à penser que ton fils pouvait développer l'autisme? Oui. En fait, lui, c'est un médecin français qui pratiquait au Québec maintenant comme ostéopathe. Donc, déjà, il était sorti d'un cadre très médical pour pouvoir, de façon spontanée, si tu veux, plus en lien avec ses valeurs, pratiquer en ostéopathie, travailler de façon holistique, ce qui n'était pas possible, ses explications dans son cadre plus médical traditionnel. Donc, lui, ce qu'il percevait, ce sont les différents symptômes parce que l'autisme, le trouble autistique, donc c'est très vaste, hein, le spectre de l'autisme, c'est rendu un peu une catégorie, mais disons que les symptômes principaux sont les problèmes de comportement, de sociabilité émotionnelle, la dysrégulation émotionnelle. Il peut y avoir aussi des gros enjeux au niveau de toute la gestion de la proprioception, donc le toucher, les textures, la lumière, tous les sens sont en ultra-alerte, là. Et il y a typiquement l'autisme qu'on va voir avec un regard visuel très fuyant, très, très peu social, mais aussi des jeunes qui vont avoir des crises, comme j'ai vu plutôt en psychiatrie, là, des crises très, très intenses. Fait que, il y a un peu de tout, là, mais disons que les gros marqueurs, c'est les enjeux de socialisation émotionnelle. La rigidité cognitive, les aspects répétitifs, des problèmes de praxis très importants. Alors, c'est ça qu'il observait, lui. En fait, ce que cet ostéopathe français observait, c'était vraiment une rigidité au niveau du tonus musculaire et des enjeux au niveau de la digestion très importants. Donc, lui, il m'a dit, bien, quand notre enfant ne digère pas, il n'absorbe pas les nutriments correctement, ne digère pas correctement, l'absorption des nutriments est freinée et c'est un des premiers symptômes de neuro-inflammation. Donc, on va arriver à une paroi de l'intestin qui est ou une forêt qui est en dysbiose, en déséquilibre. Et ce déséquilibre-là va faire en sorte, comment bien expliquer que c'est comme si les microbes peuvent produire plus de toxines dans l'intestin. Donc, l'intestin est un endroit où on ingère, produit et évacue le plus de toxicité de l'organisme.
Et donc, si dans ma forêt, il y a un déséquilibre, donc il y a une plus grande proportion de pathogènes et de microbes qui produisent des toxines, ces toxines viennent à affaiblir les jonctions de la paroi de l'intestin, les rendre comme molles. On appelle ça la perméabilité. Et la toxicité peut donc accéder au flux sanguin et venir chez l'enfant, surtout qu'il y a une barrière hémato-encéphalique très mince. Donc, la barrière entre le cerveau, une petite couche de cellules, la toxicité peut passer et aller atteindre certaines régions du cerveau, qu'on appelle en fait la neuroinflammation. Ouais, ben, c'est extrêmement intéressant tout ce que tu dis, puis en même temps, on dirait que ça me fait capoter bien raide de t'entendre parler parce que je me dis, c'est tellement difficile, faire manger des aliments sains à nos enfants et Dieu sait que je fais très attention à ça, mais on vit dans un monde où il y a un accès tellement facile à de la nourriture, tu sais, des aliments raffinés avec du Exact. sucre, Mhm. puis donc ça fait en sorte que j'observe que mes enfants digèrent pas très bien. Puis Exact. ça veut-tu dire que c'est leur vie est en danger ou comment je suis supposée réagir à ça? Ben, en fait, on est chanceux, on appelle ça de l'épigénétique, là. Donc, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des enfants qui vont avoir une sensibilité digestive très grande, donc les symptômes vont émerger beaucoup rapidement. Les enfants vont se plaindre d'enjeux digestifs. Hein, ils vont dire à leurs Mmh. parents, j'ai mal au ventre. Oui, Ils vont avoir de la constipation chronique ou des diarrhées, par exemple. Ça, exact. les parents vont me rapporter ça dès le berceau, là. On le Ouais. sait. Mhm. Il y a des enfants qui viennent au monde avec un niveau de toxicité élevé. Donc, par exemple, mon fils Olivier est né au monde avec une jaunisse, signe que le foie n'est pas capable, n'est pas assez mature pour évacuer la toxicité du corps. Fait qu'il y a des enfants qui arrivent dans ce monde avec, j'appelle ça une strike. Mon fils en faisait partie. Donc, Mais c'est pourquoi? assez fréquent la jaunisse, non? Tu sais, on dirait que j'ai tendance à banaliser peut-être ça? Ben, on banalise dans notre. Ben, c'est-à-dire, c'est pas que les gens en meurent. Donc, on Non, banalise dans le non. sens que la conséquence, c'est pas la mort, là, mais je veux dire, c'est un indice Ouais. que, OK, parmi d'autres indices, ce que j'explique, c'est vraiment qu'il y a des enfants qui arrivent sur Terre avec vraiment j'ai dit une strike, je parlais de mon fils là, pour rire, mais comme Oui. il y a un bagage déjà de toxicité. Ils ont hérité Oui, du microbiote d'une maman qui avait déjà des problèmes de santé, par exemple. oui. Et puis ensuite, ils viennent au monde, il y a déjà des pharmaceutiques qui sont utilisées dès la naissance. Et puis ensuite de ça, naître à l'hôpital où tu es exposé à beaucoup de bactéries versus, admettons, dans un environnement sain, calme, chez vous, avec d'autres femmes qui ont déjà accouché. Fait que je donne des exemples. Oui, C'est pas oui. parce qu'on a accouché à l'hôpital qu'on Non, je meurt. Là. comprends. C'est plutôt l'enfant arrive avec, est-ce que l'enfant a pu faire du pot à pot? Est-ce qu'il a été séparé du parent rapidement? Est-ce que la mère a pu allaiter? Est-ce que ce sont toutes des conditions qui vont venir finalement définir le microbiote de notre bébé. Puis ça, Et c'est bien permanent? Tu sais, est-ce que c'est coulé dans le béton, le microbiote? Parce que non, tu dis qu'on lègue le microbiote, mais ça on peut hérite du microbiote là, lors de la fécondation, bien sûr, mais aussi de la mère, surtout, ouais. par le passage vaginal, par le pot à pot, par l'allaitement, le pot à pot du papa aussi. Mmh. Et puis, évidemment, le microbiote se forge intra-utérin. Fait que tout ce que la mère va absorber pendant la grossesse va aussi venir influencer le bagage. La bonne nouvelle, et c'est là où j'arrive en disant aux Ah! gens, les troubles mentaux ne sont pas une fatalité, c'est que ça bouge un microbiote. C'est Ah, ça. OK. Ouais, j'attendais que tu Non dises. seulement, ouais, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas une. En fait, je vais dire mon slogan là, de nouvelle de moi, ton gars te parle, c'est pas une fatalité au sens où le microbiote est modulable. Il se transforme dépendamment des environnements, de la nourriture que l'on donne à nos enfants. Est-ce qu'on va soigner la paroi de l'intestin? C'est tous des facteurs qui vont venir moduler sa composition. Fait que la forêt, finalement, comme une forêt qui se régénère après une tempête, le microbiote peut se régénérer, d'où les, 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 les résultats exceptionnels à travailler avec des clientèles qui viennent, qui veulent travailler la santé mentale par la santé intestinale, c'est qu'on va régénérer la forêt intérieure, finalement. C'est un peu. Hein? Ça C'est fait poétique, mais je c'est pense que super les gens. poétique. Oui, Mais absolument, ça aide toujours des images pour bien des comprendre. images. Mhm. Mais ça reste quand même tu sais, je t'écoute parler, puis j'ai tellement de questions, fait que je vais essayer de me OK. calmer, mais Vas-y. C'est parce que je pourrais t'en parler pendant 10 ans. Là. C'est non, un c'est thème super aussi. intéressant, ça, c'est vaste. En fait, ce que ça me dit en ce moment, tu Oui, sais, par exemple, mon père est cœliaque, OK? oui, oui, Puis, je suis très conscientisée au gluten à cause de oui, ça, je fais oui, attention. Mais oui. moi, j'aime bien ça le gluten, fait que c'est sûr, j'en mange, mais tu sais, je suis consciente que là, maintenant que j'ai 2 jeunes enfants, très jeunes, Mhm. ben
j'essaie de faire attention de ne pas trop leur en donner. Puis là, quand ils commencent à avoir une mauvaise digestion, bien là, je tout de suite embarque. Est-ce qu'il y a une intolérance alimentaire? Je sais qu'il y a des aliments qu'on mange qui sont naturellement inflammatoires, comme les produits Oui, laitiers, le oui, gluten, oui. mais il y a d'autres personnes qui mangent ça dans leur vie puis ça les affecte pas. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que Ben, c'est un premièrement bémol, c'est-à-dire ça les affecte pas parce que tu ne le vois pas maintenant au niveau digestif. mais ça va les affecter quand même, c'est ça? Ben, ma compréhension de la littérature depuis les 15 dernières années, c'est que les gens qui ont des enjeux digestifs sont chanceux. Parce que tout de suite, ils vont dire: «Ah, je me sens pas bien quand je mange tel Mmh. aliment, donc je vais faire des changements». Mais les gens qui ont pas d'enjeux digestifs, et ça correspond à peu près à comme la statistique est quand même élevée de gens qui ont pas de plainte digestive ou qui Ouais. savent pas qu'une diarrhée explosive, comme ma fille dit en riant au Mexique, elle dit les diarrhées explosives, c'est un symptôme. Mais il y a des gens qui en ont et qui ne savent pas que c'est un symptôme. Ou la constipation, c'est un symptôme, mais il y a des gens qui ne savent pas. Donc, être constipé chroniquement, c'est un symptôme. Mais donc, quand on sait qu'on a ne pas avoir de symptômes digestifs, donc d'inconfort, de ballonnement, de gaz, ça ne veut pas dire que, au contraire, les gens ne vont pas intervenir parce qu'ils ne voient pas l'effet imminent sur leur Ouais. corps. Hein? Mmh. Et ça va se bâtir parce que c'est pas parce qu'on ne sent pas un effet digestif qu'il n'y a pas d'effet inflammatoire dans l'organisme. Ça Ouais. ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur la glycémie dans l'organisme. Ça ne veut pas dire que ça ne crée pas de neuroinflammation dans l'organisme, dans le corps humain, ou même, des fois, ça va sortir sous une forme articulaire, sous une forme cognitive, ça va sortir Ouais. autrement, pas toujours Mais digestif. selon dans le fond, selon ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que à on peut dire que tout part de là, où on pourrait facilement se dire parce que, tu sais, moi, ce qui me vient comme question, c'est plus comment être certain que c'est ça la cause, mettons, parce que tu parles de santé mentale, si Oui, quelqu'un a des symptômes, d'anxiété chronique ou de oui, dépression ou peu oui. importe, est-ce qu'on peut se dire que c'est parce que ce qu'il mange pas bon? Tu sais, est-ce que c'est un lien qu'on fait trop c'est-tu trop direct ou on peut vraiment assumer que dans pratiquement tous les cas, il y aurait quand même lieu à améliorer ce qu'on mange? Ben, dans les approches traditionnelles, on va dire que, par exemple, de l'anxiété, c'est causé par une multitude de facteurs, dont Ouais. bio-psychosocial, hein, un bagage épigénétique, génétique, un bagage social, le modeling, comment j'ai développé mes outils de compétences, un bagage de perception de la vie. Fait que on va utiliser vraiment ces sphères-là. Mais ici, au niveau de l'intestin-cerveau, la question, c'est d'où viennent les neurotransmetteurs qui nous gardent en équilibre mental? D'où viennent-ils? 80 Mmh. d'entre eux viennent de l'intestin. OK, donc c'est vrai quand on dit que l'intestin, c'est un autre cerveau, Oui, c'est oui, c'est ça, je comprends. totalement vrai. Oui, Ouais. oui. Alors oui, on ne peut pas exclure, par exemple, l'impact des symptômes psychosociaux sur nous, hein, les stresseurs, la vie. Bon, Mmh. on ne l'exclut pas, mais on sait que si je suis stressée, c'est mon système hormonal des glandes surrénales qui fonctionne à haute vitesse. Et ce système hormonal a un impact où finalement? Où ça a un impact quand je suis stressée dans l'intestin? Tout le monde sait. Ben Tout oui. le monde va dire: «Ah, je suis stressée, j'ai pas faim, j'ai faim, je me sens pas bien». Ouais. Alors finalement, les stresseurs psychosociaux qu'on vit de l'externe, qu'on ne contrôle pas, par exemple, ben, ils ont un impact sur notre système hormonal surrénalien. On crée du cortisol, on crée du stress. Et ce stress-là affecte la production des neurotransmetteurs. Fait que tout est lié, là. On ne peut pas comme Mmh. séparer. C'est ça. OK. Les Donc on pourrait neurotransmetteurs, facilement prendre le problème à la racine. Quelqu'un arrive avec toi, Geneviève, puis te dit: «Bon, je fais de l'anxiété». Mettons, on s'entend, tout oui. le monde fait de l'anxiété, là, d'après moi, en tout cas. Je connais pas Ouais. si vous êtes pas d'anxiété, vous êtes vraiment chanceux. Mais, puis on pourrait se dire: «OK, comment on travaille?» de où qu'on commence finalement? C'est comment on fait pour commencer à prendre en charge son microbiote pour retrouver une forme de santé mentale? Exact. Ben, en fait, honnêtement, pour avoir fait 16 ans de psychothérapie comme psychologue clinicienne, les gens arrivent rarement à moi juste par hasard. Ils ont fait Ouais, de la psychothérapie, ils ont travaillé les stresseurs psychosociaux, ils ont travaillé leur perception, ils ont travaillé leur dysrégulation émotionnelle, ils ont travaillé des choses externes, ouais, OK? Ce qu'ils pouvaient travailler, OK? Mais là, ouais. ils arrivent en me disant, malgré que j'ai mis en place, tu sais, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pris de la médication pour essayer de booster ma sérotonine, j'ai fait ci, j'ai encore des symptômes. Pourquoi? Mmh. Ben, simplement parce que la forêt n'a pas changé. La Mmh. composition est encore similaire. On la nourrit de la même façon. Et donc, les microbes, les bactéries, les pathogènes qui sont là produisent les mêmes toxines. Et ce sont ces toxines qui affectent la paroi intestinale et éventuellement parviennent au flux sanguin.
Puis ils s'autorégulent pas par elles-mêmes un jour, à un moment donné, eux autres? Elles peuvent s'autoréguler si les communautés de bonnes bactéries sont en grande quantité. C'est ça, c'est qu'ils sont en petit nombre, souvent, c'est ça, Exactement. c'est un dérèglement. Exactement, c'est-à-dire, oui, il y a des communautés de bactéries qui s'autorégulent, qui créent un équilibre. Donc, notre intestin a la capacité de produire des substances antivirales, antifongiques, antihistaminiques, les neurotransmetteurs et les hormones. C'est tout l'intestin qui fait ça. Les entérocytes, les cellules, absorbent les nutriments, puis la flore intestinale produit tout ça pour nous. Mais rien ne va plus quand on est exposé à de la toxicité 85% de notre journée dans la C'est où nourriture. cette toxicité-là? Ouais, c'est ça, tu parles de nourriture, mais Oui. est-ce que tu veux Oui. identifier un peu d'où vient la toxicité? Tu dis 85%, c'est quand même beaucoup de toxicité qu'on Ouais, ben j'ai dit ça, j'ai lancé un chiffre à comme ça, bas, mais tu veux dire, ouais. pense-y, là. Disons qu'on parle simplement d'une routine quotidienne, OK? Eh bien, on va commencer notre journée en consommant du café, exemple, je dis n'importe quoi, pas organique, qui contient des pesticides, des antimoisissures. On se Oui. fait un bain aux pesticides en partant le matin. Je dis ça pour un parent. Puis ensuite de ça, on va consommer des produits laitiers commerciaux qui ont été pasteurisés. Donc, c'est un lait mort qui est inflammatoire pour 100% des gens. Je t'arrête tout Ensuite, de suite, OK? Parce que là, tu vas-y. Tu viens mets de pas dire de lait dans ton café. non, je bois pas de café. En fait, moi, j'ai réglé ça, mais ça me fait faire de l'anxiété boire du Ben café. oui, ben oui, ben oui, c'est Mais ça. en fait, je me pose la question parce que tu viens de dire non pasteurisé, puis là, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie, j'entends ça Oui, là, oui, comme pasteurisé, ça tue le lait alors que vraiment c'est très, très nouveau, puis là, tu en parles, mais je pense que ça va être nouveau pour ben du monde. ouais, D'ailleurs, c'est bonne ça. chance pour trouver du lait cru. Oui, ici au C'est quoi Québec, il cette n'y en a pas. Non, non, il n'y c'est en a ça? pas. Non, non, c'est illégal. Même, je C'est pense que la illégal! vente est illégale. Ouais, ouais, je pense. Ben, je dis ça, je Mais pense. ça J'en se ai peut très bien, oui, c'est très possible. Ben, avant, il y OK. avait la fromagerie de l'Ancêtre qui faisait du lait cru. Je leur ai justement parlé en fin de semaine, Oui, puis il est plus cru maintenant leur lait. Ils ont ah, oui, changé complètement oui, ça. Fait que c'est très possible c'est que ça. ce soit que les règles ont changé, les Oui, lois. Mais oui. donc, est-ce que tu veux juste nous expliquer c'est quoi la différence entre du lait cru puis du lait pasteurisé pour l'organisme? Ouais, le lait pasteurisé, c'est un lait qui a été chauffé à très haute température. Fait qu'on a finalement tué. Ben, tu sais, la théorie derrière ça, c'est de tout tuer là, pour ne pas s'intoxiquer Des s'intoxiquer méchantes ou avoir des bactéries? bactéries. C'est ça. Mais en fait, quand une vache est en santé et qu'elle est bien nourrie dans le pâturage, au soleil, tout ça, elle a, comme dans notre intestin, une communauté de bactéries dans son lait qui assure que les poffines Mmh. sont neutralisées. Alors Ouais. donc, il y a une communauté comme ça qui se gère dans le lait. C'est un aliment vivant, on s'entend? Tout Ouais. comme un fromage de lait cru, tout comme du yogourt, qui a une culture active, c'est vivant. C'est ça. Oui. Donc, nous, au Québec, on consomme beaucoup d'aliments. Ben, ici, au Mexique, on a besoin des aliments morts parce qu'il n'y a plus de vie. Hmm? Donc, Mais bon, c'est pas comme ça au Mexique, tu dirais? Excuse-moi, là, je suis partie dans non, mais non, non, non. Ben, en fait, information. plusieurs endroits aux États-Unis, au Mexique, mais tout en Amérique du Sud, on a accès à du lait cru, on a accès à des produits frais de la ferme qui n'ont pas été chauffés à haute température. Bon, je ne vais pas lancer le débat parce qu'il y en a qui vont dire, Non, moi, non, on va c'est ça. mourir d'une Ouais. intoxication. Mais c'est juste pour dire que un lait qui a été chauffé à haute température, qui a été dénaturé finalement de ses bonnes bactéries, qui a été dénaturé. Ensuite, on y ajoute quoi au lait? On y ajoute des vitamines synthétiques, on y ajoute des Ouais. colorants, certains laits, on va ajouter des émulsifiants, des épaississants, des produits pour le conserver. Tout ça pour dire, on consomme dans notre journée, l'idée ici, c'est de dire, on consomme dans notre journée nombreux produits qui ont été ultra transformés avant d'atterrir sur nos tablettes. Hein? Ouais. Avant d'atterrir sur nos tablettes, ces produits sont passés en usine. On les a dénaturés, finalement, Ouais. transformés pour les conserver de longues périodes de temps sur les tablettes. Et pour faire ce processus-là, on a besoin d'utiliser des produits chimiques, bien sûr, Mmh. chauffés à haute température. Donc, on va tuer les bons probiotiques dans les aliments, les bonnes bactéries. Ils sont chauffés à haute température. On vient de perdre certains nutriments. On va aussi vouloir ce qu'on appelle de la nourriture transformée. Là, beaucoup de grains dans notre industrie, c'est Mmh. transformé avec pour les collations pour enfants. Alors, finalement, ce qu'on consomme, qu'on appelle aliments, sont pour la plupart, ben, je ne comprends pas qu'on les appelle aliments puisqu'ils ont été dénaturés de leur bonne source de nutriments, de leurs bonnes bactéries. Et donc, évidemment, on ne peut pas venir nourrir notre forêt intérieure si on mange des aliments qui sont, je veux dire, morts, si on comprend. Ouais. Mais exactement. Et plusieurs de ces aliments sont prédigérés pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont tellement subi de transformation par l'industrie qu'on les absorbe très rapidement et ça fait monter la glycémie Mmh. comme un pic. Donc,
c'est problématique aussi chez les enfants parce qu'ils vont consommer des aliments qui s'absorbent, qui font fluctuer la glycémie. Puis là, l'humeur va être affectée par cette absorption rapide de glucose dans l'organisme qui est supposé être absorbé comme plutôt lentement, mais ça va faire un pic de glucose. On va ça, les parents me disent, je comprends pas, mon enfant, il fait des crises avant de partir pour l'école. Mais Il a mangé des céréales bien sucrées pour c'est ça. déjeuner. Ouais. Ça, ou une combinaison de toutes sortes de produits, les jus, les produits laitiers Ouais. commerciaux, tout ça. Fait que, ensuite, ça, c'est nonobstant ce qu'on utilise pour par exemple, tous les produits ménagers, c'est également les produits cosmétiques, c'est également les produits chimiques qu'on se met sur le microbiote de la peau, c'est également... Bon, la liste est infinie. Mais ça finit plus. Non, On est vraiment exactement. intoxiqués et c'est fou, là. Exactement. On a une eau chlorée, ben pas ici, je pointe derrière, mais on va se laver avec une eau qui est chlorée, on cuisine avec une eau chlorée, la liste s'allonge. On dit c'est un petit peu de ça, c'est un petit peu de chlore, c'est un petit peu de fluor, c'est un petit peu de ci, c'est un petit peu... Mais finalement, la compilation de toutes ces substances est dommageable pour notre corps. Mm-hmm. C'est drôle parce que tu habites au Mexique, là, tu pointes ton eau, puis je me dis, mon Dieu, moi, quand j'allais au Mexique, non, mais il n'y a pas de chlore, mais en même temps, il y a des bactéries dangereuses. Tu sais, si tu la bois, j'imagine que tu pourrais être malade. Non? Ça t'est-tu arrivé d'être malade depuis? Non. 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 Puis en plus, j'ai fait de la demande ici dans le Quintana Roo pour avoir le bilan de l'eau pour voir, ben, tu sais, je veux comparer. Puis en fait, ils ont des systèmes d'osmose inverse surprenamment ici. On est en plein Mexique, on dirait, waouh, tu sais, on va se contaminer, mais ils font de l'osmose inverse avec leur eau. Fait que je suis d'autant plus agréablement surprise. Je suis toujours épatée ici des systèmes qui sont en place. Dans le tiers-monde, tu sais, c'est ça qui est ouais, il y a beaucoup d'argent ici au Mexique. Les gens pensent que c'est pauvre, mais oui, évidemment, il n'y a pas de classe moyenne comme chez nous, mais il y a comme c'est un pays quand même une puissance économique, puis il y a de l'argent. Donc, comme n'importe où dans le monde, les gens veulent avoir une qualité d'eau, puis une qualité dans leur maison, tout ça. Fait il y a des beaux systèmes. C'est très avant-gardiste au niveau de la dentisterie moderne, par exemple. Oui, c'est ça. Ils sont en avant de 20 ans, là. Oh, puis nous autres, c'est surtout on traite ça comme des garagistes, là, en tout cas. Mais écoute, là, maintenant qu'on a parlé, OK, on a identifié qu'est-ce qui est la toxicité. Maintenant, si je vis quand même au Québec, c'est ça ma réalité, comment je peux prendre le problème, le taureau par les cornes pour que, d'une façon que ce soit... Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a voulu faire des modifications dans notre alimentation, je vais parler pour moi, je le fais pendant un temps, mais je reglisse dans les mauvaises habitudes. Puis parce qu'on est tellement submergé, c'est tellement difficile. Oui. Donc, comment on prend le problème? Comment on fait pour... je pense qu'il y a vraiment deux éléments très importants. Le premier, c'est les gens qui vont être motivés à faire des changements, c'est les gens qui sont malades, qui ont un enfant malade. Ouais. Alors, si un parent vient vers moi et me dit « Mon enfant ne fonctionne pas à l'école, il y a un TDAH, j'ai le conseil scolaire après moi, je dois médicamenter mon enfant, je suis acculée au pied du mur parce que là, si je ne le fais pas, il va perdre sa place à l'école. » Bon, quand le parent est un peu en urgence, là, puis c'est souvent là où j'ai le plus de puissance dans l'intervention à amener des changements durables. Comprendre aussi pourquoi on fait ces interventions-là, comment on veut refleurir la forêt intérieure, je vais continuer avec ma métaphore, et quels sont les enjeux. Maintenant, en fait, si la personne n'est pas actuellement, au niveau de la santé mentale, hypothéquée, c'est de voir ça sur un long terme. Donc, quand on parle de démence, d'Alzheimer, de vieillir en santé, on est là-dedans. Hein? Ce qui ne nous touche pas maintenant va frapper au niveau inflammatoire, immunitaire, éventuellement. Pour moi, ça, c'est clair comme de l'eau de roche. On pèle le problème à plus tard, en fin de compte. On pèle le problème juste un peu plus tard. Puis, je ne suis pas en train de dire... Il faut quand même comprendre que le corps humain a cette incroyable capacité d'éliminer la toxicité si on lui donne les bons outils. Oui. Incroyable, OK? J'ai vu des choses incroyables là, au niveau du travail intestin-cerveau. C'est juste que il faut commencer par il faut prendre un peu... On commence par où? C'est quoi notre objectif? Quand l'objectif n'est pas clair pour la plupart des gens, ben ils vont lâcher. C'est comme un régime, ça. Oui, c'est ça. Exact. Donc, ça doit être un mode de vie, soit maintenant pour intervenir dans ma famille parce qu'il y a des enjeux. Maintenant, mon échantillon est peut-être biaisé parce que je vois des gens qui ont des enjeux de santé mentale, mais aujourd'hui, dans les familles du Québec, là, 75% des enfants ont un plan d'intervention. Fait que c'est comme 3 familles sur 4.
Puis un plan d'intervention, ça veut dire À quoi? l'école, là, tes filles sont pas Ah, rendues là encore peut-être, non, mais mais je vais faire l'école à la maison, fait que ah, OK, OK. c'est un niaisage, là. Tu sais, c'est ça, c'est besoin des outils pour fonctionner, les apprentissages sont freinés, un diagnostic soit de TDAH, Tourette, tic, autisme, trouble du spectre de l'autisme, trouble des conduites, name it, là. Ouais, ouais, ouais. C'est 3 enfants sur Fait 4, que dans là. le fond, c'est 75 des enfants qui sont pas corrects, c'est pas l'école le problème. C'est C'est pas pas que le les monde dans enfants lequel sont on vit le pas problème. corrects, c'est que l'enfant évolue dans un milieu où il est Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est exposé. comme si on Oui. force l'enfant à rentrer dans une boîte alors que cette boîte-là, elle fait défaut, tu sais, c'est ça qui m'hallucine du système Ben, scolaire, là. en fait, les 2 sont vrais. C'est que c'est une boîte qui peut-être n'a pas évolué avec le temps comme on aurait dû évoluer, hein, Ouais, avec des mères au travail, avec du stress, avec, tu sais, la boîte scolaire des années 70 a pas bougé vraiment, là. Fait que c'est ça, ça, c'est c'est un ça. enjeu, en effet. Mmh. Mais l'autre enjeu, c'est que heu, nos enfants ont des enjeux d'anxiété, de Ouais. dépression, de troubles neurodéveloppementaux, qui n'existaient pas dans les années 70. Un Mmh. enfant sur 10 000 en 1966 avait un diagnostic d'autisme. C'est 1 sur Aujourd'hui, 32 ben maintenant, oui, ben oui, là, on ne peut pas blâmer la génétique pour ça. C'est non, beaucoup trop rapide dans l'évolution. c'est ça. Bon, est-ce que c'est l'école à ce point-là qui est rendue Non, 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 inappropriée? non, Aussi. non, 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 c'est ça, il y a en fait, c'est ça, c'est Il faut chercher à multifactoriel. l'extérieur aussi. C'est ça, Ouais. multifactoriel. Donc, tu sais, l'autre enjeu au niveau de la prévalence, c'est vraiment ben, notre environnement, ce à quoi on est soumis, la qualité de la nourriture, la qualité de l'air, etc., la qualité de l'eau. C'est ça. Mais écoute, j'ai juste une petite parenthèse, mais pour ceux peut-être qui comprennent l'anglais, as-tu vu l'entrevue, en tout cas, oui, écouté l'entrevue des, frères et sœurs Means avec Tucker Carlson? T'as-tu entendu parler de le Non, livre je ne l'ai qui pas ça vu. s'appelle Good Energy? En tout cas, pour ceux qui ben là, on a une discussion sur la santé, pour ceux qui comprennent l'anglais, là, moi, s'il y a une discussion à écouter cette année, c'est celle-là, C'est là, celle-là. c'est OK. Je vais aller absolument. voir. C'est OK. vraiment, vraiment, vraiment important, là. C'est, elle, en fait, une ancienne chirurgienne, puis, elle a remis son bistouri, puis elle a dit: «J'en peux plus de ce monde-là où moi, je voulais aider les gens à aller mieux, puis je m'aperçois Oui. qu'on fait juste rendre les gens malades». Mhm. Puis son frère était lobbyiste, puis les 2 ils ont écrit un livre où ils dénoncent vraiment toute l'industrie de Le la système. malsanté, en Mhm. fait, aux Mhm. États-unis. C'est surtout Ben ciblé oui. aux États-Unis, là. Mais Oui. tu vois comme les statistiques d'autisme, sont elle sort des statistiques sans arrêt, c'est assez c'est très, très C'est assez choquant, en fait. hallucinant. Mhm. Ouais. Mhm. Puis en fait, Oui, c'est puis ça, c'est c'est que ça nous fait prendre conscience à quel point on est intoxiqué. Tu sais, Tucker, il dit: «Avant, moi, je mangeais juste de la pizza, puis j'avais aucune honte à dire». Moi, je pouvais passer des journées juste pendant des jours et des jours, manger juste de la pizza parce que j'avais jamais on m'avait pas éduqué que c'était mal, tu sais. Puis ça a l'air d'être assez nouveau dans sa vie, là, de bien manger. Moi, c'est sûr que mes parents, ils étaient granola, puis, tu sais, je mangeais du tofu, puis je me soignais à l'Équinacée avant qu'ils en vendent chez Jean Coutu, là. Tu sais, mes parents, ils étaient dans cette mouvance-là. Fait que ouais. c'est sûr que J'écoutais le docteur Albert, puis à oui, puis il y radio. avait Maria Trébène, là, des livres cultes à la maison, puis tu sais, C'est ça. mais puis ça, je Ouais. buvais de l'ortie, puis j'haïssais ça pour mourir, mais c'est ça, j'ai quand même à cause de ça, c'est sûr que c'est important pour moi de me tourner vers les options naturelles avant d'aller vers les options, Big Pharma, là, pour les Ouais. nommer Ouais. ainsi. Ouais. Mais malgré tout, tu sais, malgré mon éducation, malgré ma conscience, ben, je trouve que je continue d'être intoxiquée, puis là, je vois que mes enfants ont pas une bonne digestion, puis là, tu sais, j'ai peur qu'ils peut-être qu'ils soient en train de développer des intolérances. Fait que si je veux pas que justement, alors tu parlais de la paroi intestinale qui est toute mince puis qui absorbe la toxicité, Mhm. comment on peut faire pour retrouver, une harmonie là-dedans? Ouais. Ouais, c'est ça, C'est y ça. a-tu des aliments clés là-dedans? Y a-tu une alimentation qui peut, C'est ça. Ben, en fait, bon, dans l'histoire, je ne l'ai pas nommé, mais à travers tout ce processus-là, je me suis formée comme ce qu'on appelle la pratique GAPS, oui, G-A-P-S. OK? C'est l'acronyme pour dire Gut and Psychology Syndrome. Je me suis fait former par cette neurologue aux États-Unis qui a développé ce protocole. Elle appelle ça un traitement alimentaire parce que c'est un traitement. Et le but de ce traitement, c'est d'aller resserrer les jonctions de la paroi intestinale. Alors, j'ai OK. été formée comme praticienne aux États-Unis et maintenant, je développe ici au Québec des formations, en Europe surtout et au Québec, beaucoup en Europe, au Québec, des formations où j'intègre de ces stratégies de la pratique GAPS. J'ai été formée également en médecine fonctionnelle aux États-Unis. Je suis allée me former ailleurs du Canada Ouais, parce que clairement, j'avais pas accès même comme professionnelle de la santé à ces formations-là. on est en Et la arrière, pratique au Québec, au Canada, en tout cas? ben, tu vois, j'ai fait la formation GAPS pour mon fils Olivier en 2010. Fait quand OK, même, quand même, ouais, OK. ouais. Puis je suis Ça fait devenue longtemps que pratique. tu t'intéresses à ça?
Oui, mon fils a un trouble du spectre de l'autisme. Je ne voulais pas donner de médicaments. Je ne voulais pas aller dans cette avenue-là. Je travaillais en psychiatrie de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, Mon collègue me propose, il n'y a pas vraiment d'autres options pour moi. Alors, il a fallu que je trouve des outils. Et puis, c'est cet ostéopathe français qui m'a allumé beaucoup. Par ça, sur mon chemin, j'ai rencontré d'autres professionnels. J'ai eu ma clinique holistique à Gatineau. J'ai travaillé avec des naturopathes. Mais la pratique GAPS, je l'utilise dans ma pratique du microbiote, de la santé mentale. À tous les jours, j'utilise des techniques de cette pratique-là. Et dans le fond, ce que ça vise d'abord, en anglais, on dit heal and seal the gut. Donc, on va aller travailler à resserrer les jonctions de la paroi intestinale parce que tout part de là. Resserrer les jonctions pour que la toxicité soit évacuée, ne puisse plus atteindre le flux sanguin. Finalement, le gros step numéro 1, c'est ça. Il y a des techniques pour ça, il y a un protocole qui existe déjà pour ça, qui fonctionne très, très bien. Et ensuite, on aborde d'autres éléments, comment se désintoxiquer, par exemple, comment nourrir notre forêt intérieure, il y a plusieurs étapes dans ce protocole-là. Et au cours des 10 dernières années, j'ai développé des formations, entre autres, détox à santé mentale. Là, je lance une formation santé mentale enfant justement cet automne. Je ne sais pas si on allait en parler ensemble. Ben oui. Pour aider les parents, ils me disent, je ne sais pas par où commencer. Ouais. Dans mon garde-manger, qu'est-ce que je cuisine? Donc, j'ai développé différents outils pour guider les familles comme ça dans les étapes, évidemment. On peut tout trouver, je vais l'écrire dans les commentaires, mais tu as un site web, là, c'est là qu'on peut trouver. Veux-tu juste te plugger, tiens, tant qu'à y être? C'est quoi ton site web? www.drgenevièvelabontéchartrand.ca. Facile. Docteur avec un E? Pas de... Non. Okay. Non. De toute façon, je vais le mettre dans les commentaires pour ceux qui ont envie d'aller. Puis aussi, tu as un e-book dont tu parlais, là, ton gars te parle, que tu viens de lancer, donc les gens peuvent aussi acheter le e-book. Oui, en fait, le e-book, c'est mon histoire avec mon fils. Je l'ai lancé l'année dernière. Puis ce que je viens de lancer, c'est un livre de recettes. Un livre de recettes gut-friendly. OK, d'accord. Pour les parents qui veulent commencer à faire de la fermentation dans leur cuisine pour augmenter l'apport en bons probiotiques, cuisiner simplement, revenir à la base, éliminer le sucre. C'est des recettes très simples que je cuisine avec ma famille là, à tous les jours. Est-ce que toi, tu as carrément éliminé le sucre de votre existence ou tu continues d'avoir... Est-ce que tu l'as remplacé, par exemple, par des sucres comme du miel ou du sirop d'érable? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, en fait, as-tu le temps pour un cours de bio? On aurait besoin de 45 heures. Mais c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est de quoi est composée la paroi de l'intestin. Elle est composée de collagène, 98%. Donc, pour pouvoir travailler les jonctions d'une paroi intestinale, rebâtir une paroi intestinale, on va passer par ce qui contient du collagène. Puis là, je ne te parle pas du celui en poudre que tu achètes là, au magasin. Pour remplir les babines. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on va travailler le collagène. Maintenant, le sucre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient comme nourrir les parasites, finalement. Fait qu'on veut évidemment, dans ce processus-là, on veut resserrer les jonctions, travailler la barrière de collagène, mais on veut aussi cesser de nourrir les pathogènes dans l'intestin, les microbes. Fait qu'il y a 2 étapes. Donc, il y a beaucoup d'enseignements pour expliquer comment on resserre, c'est quoi les impacts immunitaires, c'est quoi les impacts sur les neurotransmetteurs, c'est quoi les impacts sur la neuroinflammation d'une paroi les jonctions sont, je vais dire, poreuses. Et aussi, c'est quoi les aliments qu'on veut enlever. D'abord, on les enlève, puis on va pouvoir réintégrer éventuellement, mais avec des transformations. Donc, on ne peut pas manger, par exemple, des grains comme ça. Parce que les grains, c'est des sucres complexes. Une paroi de l'intestin a beaucoup de difficulté à absorber ça. Fait qu'il y a une façon d'apprêter les grains pour les manger. Quand on parle des grains, tu veux dire le blé, l'avoine, ce genre de choses-là? Tout ça, ça va être retiré au départ et réintégré par la suite, mais sous une forme, j'appelle ça adéquatement préparée. OK. D'accord. Ouais, alors, on va prendre ton cours. On va se faire une chronique mensuelle, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y en a énormément à apprendre, puis on part de loin, parce qu'on va toujours mettre un petit pansement sur le bobo au lieu de... C'est ça qui m'énerve. Mettons, j'ai été consultée médecin de ma fille, puis là, tu sais, elle me dit, tu sais, la constipation, il appelle ça la constipation fonctionnelle. Je pense qu'il y a un titre vraiment débile pour ça. Là. Comme mécanique, là? Ouais, genre, on se pose pas de questions, ça existe. Puis moi, ce genre d'affaires-là, ça m'énerve vraiment beaucoup. Fait là, j'ai dit, c'est qu'est-ce qui crée ça? Il doit y avoir quelque chose à la source, tu sais. Oh non, c'est vraiment commun. Tous les enfants font ça, puis c'est genre 95%. Là. Je suis insatisfaite de cette réponse, je vais avoir un autre médecin. Puis, elle
Elle m'a un peu plus élaboré. Elle m'a dit: «Ah, dans le fond, tous les enfants font ça parce que, tu sais, des fois, ils se retiennent, sont au parc, ils veulent pas aller aux toilettes tout de suite, puis là, bon, ça crée». Je sais OK, il y a un petit peu plus d'informations mécaniques, mais de là à ce qu'on délibérément, du revers de la main, me faire répondre: «C'est juste normal la constipation chez un enfant», moi, je trouve pas ça normal. Je veux dire, quand tout va bien, il y en a pas de constipation. Fait que venez pas me dire que c'est normal. On peut-tu la trouver la cause ensemble? Tu sais, Oui, mais il y en a une, c'est juste quand dans nos approches traditionnelles, tu n'auras pas la réponse, c'est tout simplement ça. exact, Il faut que tu c'est ça. acceptes. Accepte ça. Non, Oui. non, mais c'est vrai, comme moi, comme je te dis, j'ai été psychologue pendant 16 ans. Là. Si quelqu'un me demande c'est quoi ma vision de la dépression, je vais te répondre comme un psychologue. Mais si tu me demandes vraiment comme praticienne GAPS, comme docteur fonctionnel, comme Geneviève qui a fait 15 ans de formation à l'extérieur du Canada, c'est quoi ta perception? C'est pas ça que je vais te répondre. Là. Je ne vais pas Mais dire ah, ça. j'aimerais ça que tu répondes à cette question-là que tu viens de te poser parce qu'on a comme fait, je trouve, tu nous as très bien expliqué académiquement, puis il y avait beaucoup d'informations à savoir, mais je pense pas avoir vraiment fait le lien direct entre la dépression, mettons, la santé mentale, puis l'intestin qui va pas bien. Ben, les neurotransmetteurs sont créés 85 d'entre eux dans ton intestin. Alors, Les donc, si neurotransmetteurs, mettons, pour ceux qui sont pas full. ben, les neurotransmetteurs, ben, c'est toutes les substances nécessaires pour créer le bien-être, une humeur stable, se sentir en équilibre au niveau du rythme éveil-sommeil, mais aussi contribuent à toutes les sphères hormonales. Donc, ces neurotransmetteurs-là viennent aussi influencer comment les glandes sexuelles fonctionnent, la glande thyroïde, hein, tout le rythme éveil-sommeil, les enjeux neurologiques, notre appétit, notre mémoire, nos fonctions cognitives sont toutes régulées par nos neurotransmetteurs ainsi que nos hormones. Et ces fondements hormonaux et de neurotransmetteurs proviennent de l'intestin. Proviennent de l'intestin. Wow, c'est Donc, incroyable. donc, un élément très important de comorbidité chez les gens, par exemple, qui souffrent de dépression, c'est que nombreuses sont les personnes qui ont un diagnostic de dépression majeure. Ils vont aussi avoir un diagnostic d'anémie. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie que les cellules de l'intestin, les entérocytes, hein, nos ouvrières, eux autres qui absorbent les nutriments, sont fatiguées. Comme les ouvrières sont fatiguées, elles ne parviennent pas à aller chercher les nutriments dans les aliments correctement, digérer, absorber les nutriments et donc nourrir notre flore. Ouais. Et donc, finalement, on se retrouve en carence de nutriments. Et c'est ce qu'on appelle dans la médecine occidentale l'anémie. Donc, nombreuses prévalences de mes clientèles qui souffrent de dépression, par exemple, de fibromyalgie ou d'anxiété, peu importe comment le symptôme, on l'appelle. C'est un symptôme, en fait. Ouais. L'anxiété, c'est un symptôme. La dépression, c'est un symptôme. Ça indique que le corps déraille dans un système hormonal ou neurotransmetteur dans l'intestin. Et que les entérocytes, les cellules, n'arrivent pas à absorber les nutriments. Et la conséquence première, c'est l'anémie. L'anémie qui est un problème d'absorption. Wow. Et que se passe-t-il au cerveau sur le long terme quand on n'absorbe pas correctement les nutriments? Déséquilibre de tout, j'imagine. Voilà. Voilà. Et aussi la dysbiose. Dans la forêt, c'est très facile à imager. C'est que si j'ai des belles fleurs, 95 dans ma forêt, puis je nourris ces belles fleurs-là, tout va bien. Mais si j'ai des champignons, c'est juste une image, mais j'ai des champignons, de quoi vont s'alimenter les champignons? De sucre, d'alcool, de substances transformées, d'amidon, de farine. C'est ça qu'ils vont demander. Et ces bactéries-là vont demander leur nourriture. Donc, non seulement ça va faire proliférer cette famille dans mon intestin, ces familles de microbes, mais ces microbes créent des toxines dans l'intestin ces toxines-là viennent ramollir la paroi de l'intestin. Ça a un effet, la toxicité sur ma paroi. Ça abîme ma paroi et finalement, la toxicité peut finalement accéder au flux sanguin. Ça, c'est une chose. Et aussi, ces bactéries parlent, m'envoient des signaux au cerveau. Ces bactéries dictent mes conduites, dictent mes émotions. Et donc, les gens vont me dire, je ne suis pas capable, Geneviève, de m'empêcher de manger ça. C'est pas toi qui n'es pas capable, c'est tes envies alimentaires viennent de la communauté qui t'habite. C'est-à-dire, quand votre enfant veut manger du riz, c'est pas parce qu'il veut manger du riz, c'est ses bactéries qui veulent ça. Ouais. Donc, une fois qu'on a rétabli l'équilibre dans le microbiote, ces cravings-là, en bon français, sont Ils vont moins fréquents. disparaître. Ils vont disparaître. Oui. C'est ça. C'est Les magique, cravings, c'est possible. c'est tout à fait possible. Oui, parce que pense-y à la forêt, l'écosystème change. Qu'est-ce qui arrive? Si l'écosystème de ma forêt change, il y a des nouveaux oiseaux qui arrivent, il y a des nouveaux animaux qui arrivent, il y a tout un écosystème qui se recrée, c'est la même chose.
C'est Oui, il vraiment... faut cesser de nourrir l'écosystème qui est dérangeant pour mon équilibre intestinal parce que ça freine la création. La flore crée les neurotransmetteurs, la flore crée les substances antifongiques, antivirales, antiparasitaires. C'est notre système immunitaire qui est là. C'est notre système immunitaire Oui. dans l'intestin. Mhm. Alors, Puis tu parles beaucoup de ouais. l'intestin, mais l'estomac, est-ce qu'il y a un rôle à jouer? Tu sais, ça reste de la digestion? Oui, l'estomac a un rôle très important à jouer au niveau de l'acidité, c'est-à-dire que ben là, je pourrais t'ouvrir un autre cours de biologie Ouais, 101 ouais. pendant 40 heures, mais en gros, on doit avoir un estomac extrêmement acide. Notre estomac est comme celui des félins, celui des canins. Un petit estomac conçu pour digérer, là, ça va faire tomber une couple de personnes en bas de leur chaise, les protéines animales. Les protéines animales. Alors, Oh! OK, fait que tu pas OK. végane. Non, je ne suis pas végane. Et puis, et bon, ça, c'est un autre thème. Ah oui, Réinvite-moi. c'est un gros, gros thème. Mais là, il y a déjà du monde dans les commentaires qui sont en train de capoter, c'est Oui, sûr, là. mais La c'est-à-dire que quand communauté végane est là, là. ben, en fait, pour moi, que les gens fassent un choix conscient pour leur alimentation, c'est déjà un pas dans la conscience. C'est-à-dire, quand on fait un choix conscient de manger des aliments qu'on juge bons pour notre corps, moi, je félicite tout le monde qui fait ça, Ouais. parce que c'est déjà un gros pas. Maintenant, je pense qu'au niveau de comment le corps humain fonctionne, qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'on est influencé beaucoup par la propagande, puis l'agroalimentaire, puis les grandes industries qui nous poussent le vers en ce moment. Mais en fait, l'estomac nous dit qu'est-ce qu'on devrait manger. L'estomac humain, petit, très acide, conçu pour digérer les produits animaux, les protéines animales, comme un chat, comme un chien, en fait. Et les entérocytes aiment beaucoup, beaucoup les protéines animales. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de légumes. Non. Je fais juste dire l'acidité va être préservée chez les individus qui consomment des protéines animales. Et moins j'en consomme, plus mon acidité, vas-y, le pH monte. C'est-à-dire, on veut que le pH soit extrêmement acide, là, comme 1, 2. Et ça vise surtout à tuer les pathogènes. Parce que, évidemment, on est exposé à beaucoup de bactéries, beaucoup d'intrus dans notre vie. Et si notre niveau d'acidité n'est pas suffisamment faible, pH faible, eh bien, les pathogènes, les microbes, finalement, peuvent traverser et aller à des endroits. En fait, l'estomac, c'est comme un système de protection contre les intrus externes. Oui. Alors, plus je mange des aliments transformés qui sont prédigérés par l'industrie, moins je digère bien. Ouais. Moins je mange de produits animaux, moins j'ai d'acidité, plus mon système biliaire est affecté, moins je digère bien. Donc, il faut un équilibre dans tout ça. Là. Puis là, je vous dis ça en 2 minutes, mais il faudrait que je l'explique pour 40 heures. C'est pas une farce. Ou qu'on prenne ton cours, là. J'ai un module complet là-dessus dans ma formation Ouais. parce que c'est très complexe. Il y a des gens qui se sentent offusqués là, parce qu'ils veulent manger. Mais la réalité, c'est que c'est ça. On est conçus de même. On est des omnivores. C'est ça. C'est biologique. Ouais, c'est c'est quand ça. même, c'est plate. Mais en fait, il y a aussi le retour du balancier dans ce mouvement-là. Tu sais, moi, j'ai été végétarienne pendant 5 ans, fait que j'ai pas peur de dire que j'étais là-dedans parce que je pensais que la planète allait exploser si on continuait de manger des vaches, puis qu'il fallait que je fasse ma part. Puis, il y a toute cette espèce de propagande-là, de culpabilisation de Oui, nous. vraiment, Mais... qui est très, très puissante. Là. Puis je Oui, comprends vraiment. exactement comme pourquoi les gens se sentent interpellés, des fois C'est ça. coupables. Puis il y a aussi tout un problème réel dans notre culture industrielle d'animaux. Là. Je veux dire, les C'est grandes ça. industries, là, c'est pas comme ça qu'on veut traiter nos C'est pour ça animaux. que Là. je pense qu'il y a un retour à... Tu sais, moi, quand j'ai recommencé à manger de la viande, je l'achète directement de l'agriculteur maintenant. C'est ça. Puis je m'arrange de savoir où j'ai acheté des poules. On a nos poules maintenant, fait que nos œufs à tous les matins sont frais. Tu sais, tant qu'à manger des produits de l'animal, puis c'est pour ça que tu me parles de lait cru, puis là, tu sais, je me suis dit, je vais aller cogner chez des agriculteurs ou en tout cas essayer de voir si c'est possible de trouver une façon de trouver son lait cru parce qu'on veut retourner à la source finalement, parce que je pense que c'est ça, plus l'aliment est transformé, plus c'est mauvais pour l'organisme. C'est ça. Le corps n'a pas à générer beaucoup d'acidité pour absorber. Il y a très peu de nutriments, comme j'ai expliqué plus tôt, parce qu'il y a tellement de transformations qui ont été subies qu'il y a une perte de nutriments. Mais aussi, évidemment, on veut s'approvisionner d'animaux en santé. Parce que manger un animal qui a été maltraité, qui n'a pas vu le soleil, qui a été nourri, des animaux... plein de stress dans lui, j'imagine. Mais non, c'est ça. Puis aussi, les animaux doivent être dans le pâturage. Ils ont un objectif de régénérescence dans notre planète. C'est comme eux, les vaches, avec leur système digestif, les herbivores, en fait, qui ont un système digestif extrêmement différent du nôtre, qui ont des communautés de microbes pour digérer l'herbe. Ce sont les vaches qui vont laisser ces belles bactéries dans le sol
qui régénèrent les pâturages. Alors, c'est extrêmement important pour notre planète d'avoir des herbivores. Et là, il y a comme confusion de beaucoup de notions, c'est-à-dire, il est vrai qu'évidemment, d'un point de vue écologique, il y a de la torture animale, on ne veut pas ça, mais c'est ça. Il y a vraiment un mouvement de balancier qui doit revenir, de comprendre le rôle des herbivores sur la planète. Le soleil qui s'emprunte dans les herbes, les herbivores qui consomment ces herbes, les herbivores qui ont des communautés de microbes que nous, les humains, n'avons pas, qui digèrent les herbes en gras. Nous, on ne fait pas ça. On ne digère pas les herbes en gras. Hein? Ça n'a pas le même effet sur notre système digestif. Les herbes, pour nous, les plantes, c'est de la détox pour l'humain. Ça détoxe. D'ailleurs, tout le monde le sait. Si je dis à n'importe qui, fais une détox, qu'est-ce que tu vas faire Prendre des jus verts. Hein, parce qu'on le sait que ça a coupé. Oui, mais c'est ça, c'était prendre des jus verts, finalement. Prendre des jus verts. Les jus verts détox. Alors, les gens savent intuitivement que le vert égale détox. Alors, pour l'humain, la fonction des plantes, c'est la détox. Alors que pour les vaches, c'est de régénérer le sol parce qu'il a l'herbivore a une communauté de microbes qui peut digérer, transformer l'herbe en gras. Et là, les microbes sont déposés dans le sol. Ça régénère le pâturage. Mais c'est fascinant ce que tu dis parce que ça montre à quel point tout devrait être en équilibre. Nous, on est peut-être rendu en déséquilibre là, parce que la façon qu'on vit notre vie, mais si tout était dans l'ordre des choses, à un niveau minuscule, microscopique, le microbiote, puis les vaches sur la Terre jouent le même rôle. C'est comme de tout réguler la biodiversité. Puis c'est ça qui est magnifique, en fait, parce que c'est juste de retourner à quelque chose qui devrait être foncièrement naturel. Là, en ce moment, c'est parce que la façon qu'on vit notre vie, c'est un petit peu contre nature. Exactement. À petite échelle, c'est le corps humain, c'est notre intestin, mais à grande échelle, c'est la planète. C'est-à-dire la planète souffre également de nos pratiques industrielles, bien sûr. Hein, ça peut pas être sain. Si c'est pas sain pour la Terre, c'est pas sain pour notre microbiote intérieur. Alors, je trouve qu'il y a confusion dans les messages qui sont envoyés parce qu'on va comme tout mêler ces infos-là plutôt que décortiquer il faut se reconnecter à notre nature, à nos sources, à des aliments de qualité, au pâturage. Il faut revenir à la terre, finalement. C'est comme, en d'autres mots, là. Oui. C'est un peu revenir à la terre où s'approvisionner avec des aliments de qualité versus... on ne peut plus être dans les extrêmes, là. Les gens souffrent, de toute façon, on le voit. C'est ça. Exact. Ça ne va pas très bien. En tout cas, c'est super intéressant. Puis il y a tellement de pistes là, à exploiter. Fait que dans le fond, j'invite vraiment les gens. Puis je pense que tu fais aussi des vidéos régulièrement sur les réseaux. Oui, je suis active sur les réseaux, c'est ça. Évidemment, tout ce qui touche la santé mentale. Moi, j'ai fait ma thèse de maîtrise et de doctorat, les 2 thèses, sur le développement des troubles anxieux. Donc, à l'époque, il y en avait 7. Ça change de catégorie diagnostique, mais donc, je me suis vraiment spécialisée dans les troubles d'anxiété, que ce soit l'anxiété sociale, le TOC, le trouble panique et tout ça. Donc, évidemment, j'ai amené toutes ces connaissances en santé mentale-là avec les outils maintenant de médecine fonctionnelle, de travail sur l'intestin pour renverser les symptômes qui nous dérangent au niveau de l'anxiété, dépression. J'ai travaillé en psychiatrie pas mal d'années, donc troubles bipolaires, la psychose, les troubles alimentaires, alors, c'est toutes des problématiques qui, pendant un temps, on se faisait dire il n'y a rien à faire, c'est fatal. Où là, on voit des débouchés très intéressants au niveau de la santé intestinale, la dysrégulation émotionnelle, le renversement de plusieurs symptômes qui sont très souffrants sur le plan psychologique. Psychophysiologique, parce que plusieurs troubles mentaux ont des composantes physiques aussi. Faire des paniques, c'est physique, on ne les invente pas, là, par exemple. Exact. Mais toi, dans ta pratique, tu as vu clairement des résultats là, de traiter au niveau de l'alimentation puis voir des troubles anxieux disparaître, par exemple. Tout à fait. Ben, c'est ce que je fais tous les jours maintenant. Wow, c'est oui, c'est ce que je fais tous les jours. C'est avéré, là, c'est pas juste... non, c'est pas juste avéré. Tu vois, tu l'observes. Centaines de personnes maintenant. Extraordinaire. Ben, mon Dieu, ça donne envie de reprendre sa santé mentale en main d'une façon différente. Un pas à la fois. Oui, un pas à la fois, mais oui. Mais l'environnement est tellement important aussi. C'est pour ça qu'on a commencé en parlant du fait que tu es partie, parce que vivre au Québec en ce moment, c'est pas super bon pour la santé mentale pour ceux qui ont envie d'être libres. Là, si ça vous dérange pas, vous êtes peut-être super épanoui là-dedans, mais ça devient difficile de rester. En tout cas, je parle pour moi. Là. En effet, là, comme étant psychologue de formation, là, je dois nommer que ça a eu un impact sur la psychologie des gens, sur l'humeur, sur l'attitude, les perceptions de la vie. Ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Je vais même dire
traumatique pour certains. Ah Parce que ben dans oui. mon cabinet, j'ai vu des gens, évidemment, des impacts sociaux importés. Ça a touché tous les niveaux, là, sociaux, Mais le relationnels. rejet social était violent, là. Oh Je veux là dire là! que Mhm, c'était mhm, quelque mhm. chose à vivre. Puis, tu sais, je trouve ça important de continuer de nommer ça parce que je trouve que les gens ont tourné la page vraiment vite, puis il y a des gens qui ont vraiment souffert, de ça. Puis, Oui, si on peut prendre le problème justement sur plusieurs fronts, mais commencer à travailler sur son alimentation qui est quelque chose de oui, vraiment tangible, tu sais, on prend oui. le taureau par les cornes, comme je disais tantôt. Mais j'invite Mm. vraiment les gens à aller sur ta page. Moi, en tout cas, je suis sûre que je Oui, vais te reparler. merci. Ça m'intéresse vraiment Avec beaucoup. plaisir. Fait Comme, que oui. c'est comme la goutte d'eau aujourd'hui parce que tu sais, durant toutes mes années de pratique comme psychologue clinicienne, évidemment, on fait de la formation continue comme psychologue. On est obligé de se former, bien sûr, hein, pour la formation Oui. continue, mais j'ai toujours poursuivi mes formations et la plupart d'entre elles se sont opérées à l'extérieur du Canada parce qu'il n'y avait pas un accès au Québec, par exemple, qui était reconnu par l'Ordre des psychologues. Et donc, Mmh. ça m'a amené, moi, à ouvrir tout un champ parce qu'une fois que tu t'es formé aux États-Unis, ensuite, je suis venue me former au Mexique dans des thérapies plus énergétiques, ensuite, j'ai voyagé beaucoup en Amérique centrale. J'allais voir leur façon de faire la culture des aliments. Donc, ça m'a ouvert des champs très intéressants qui, Ouais. malheureusement, sont très restreints encore au Québec ou même je suis allée en France cet été. J'ai été invitée comme conférencière dans un congrès. Puis même, j'ai passé un mois en France. On m'a invité à un congrès scientifique avec d'autres médecins holistiques, d'autres psychologues holistiques. Puis je me disais, j'étais assise là, puis j'écoutais les conférences des OK, on est comme 15 ans en arrière, malheureusement. Wow! Alors, D'accord. même en France, ils parlent couramment du microbiote. J'ai assisté à la conférence de Marion Kaplan, qui parlait, micronutritionniste, qui parlait de l'effet du microbiote sur la santé mentale enfant. J'écoutais ça, puis je me disais, OK, là, c'est juste que on n'est pas, ça existe, là. C'est Ouais, bien documenté dans la littérature. ouais. Faut comme avancer un peu au Québec, là. Puis là, Faut en parler. J'ai une mission. C'est C'est ça, ça celle-là, m'a là. flashé pendant que je t'écoutais, j'étais comme tu Oui, tu tu mission. ça sur tes épaules, ouais. Mais c'est C'est important ça. parce que le Québec, tu sais, je parle souvent du dogme, tu sais, le fait qu'on parle pas anglais, il y a beaucoup de gens qui sont pas bilingues, tu sais, Oui, ça c'est un amène problème. c'est un problème parce qu'il y a Mhm. comme le monde s'informe différemment, avance Oui, dans le temps, puis ben, tu sais, nous, on reste pris sur une c'est comme sur je veux pas tomber dans le cliché, mais tu sais, sur oui, TVA puis RDI, mais tu sais, il y a comme un monde qui existe en dehors de ces sources d'informations-là, qui est pas forcément négatif et de la désinformation non plus parce que tu vas en dehors de ça. Parce que là, non, on a démonisé là, toutes les autres sources d'information, mais sont fautives. Fait que tu sais, c'est oui, comme il y a des gens qui sont rendus qui osent comme plus sortir, puis là, ils parlent pas forcément anglais. Fait que, en tout cas, il y a tout ça. oui, Je trouve ça super important ce que tu oui, fais parce que tu sais, tu t'amènes une visibilité sur quelque chose qui est extrêmement important. Moi, ça fait déjà plusieurs années que ma mère m'en parle parce qu'elle était tombée là-dedans. Comme j'ai dit, mes parents sont granola. Mais tu sais, puis là, elle me parlait de microbiote, puis elle était obsédée avec ça, puis je suis comme: «Mais de quoi qu'elle parle?» Mais tu sais, je oui, vois à quel point c'est un monde, là, puis il y en a oui, vraiment c'est beaucoup à très apprendre important. là-dessus. Ouais. Puis je donne un exemple, je vais donner l'exemple suivant. Tu sais, quand en 2014, je suis tombée sur le livre en faisant de la recherche. Il ne faut pas oublier, moi, j'ai fait mon doctorat dans un lab de recherche. Les psychologues, on est des chercheurs, on est obligés de faire de la recherche. Je dis obligés parce que les gens ont souvent le cliché, ils vont me dire pourquoi un psychologue qui parle des émotions parle aussi de. Parce qu'on est des chercheurs, on est formés comme des chercheurs, on est obligés de publier, de travailler dans un lab. Puis ça, les gens ne savent pas. Fait Non. que, donc, la force que ça donne aux psychologues, puis je vais toujours être remerciée parce que c'est l'aspect de la formation qui m'a le plus aidé dans ma carrière, c'est qu'on apprend à lire la littérature scientifique, Ouais. mais aussi on comprend d'où viennent les chaires de recherche, qui financent les universités. Moi, Ouais. j'ai participé à la publication de plusieurs articles dans ma vie qui n'ont pas été publiés, mais je les ai écrits, les articles. Mais Ouais. donc, les articles existent. Je les ai partagés en poster avec mes collègues, par exemple, mais ils n'ont pas été publiés dans des journaux. Donc, il faut savoir aussi qu'on a accès seulement minimalement à ce qui est publié. C'est-à-dire que ce qui est publié, c'est une partie contrôlée de la science. Il y a tout un volet qui n'est pas publié. Ça ne fait Ouais. pas de ce volet-là qu'il est moins pertinent. C'est juste, c'est Mmh. pas la tendance du moment. Les journaux scientifiques ont des modes, comme toute chose. Ils vont aller Mmh. chercher des. Hein, puis c'est qui a l'argent pour publier dans les gros labs? Bien, ces gens-là vont faire bien plus de publications qu'un petit lab. Mais Mmh. ça, c'est comment ça marche la science. Puis ça, Ouais. dans les discussions que j'ai souvent, c'est l'aspect qui manque, je trouve, Ouais. d'informer le grand public comment ça marche, ça. C'est quand même Euh, intéressé, là. Il y a un lobby derrière, puis il y a il y a quand un même lobby derrière, il y a de l'argent derrière, il y mmh a des choses qui ne seront pas publiées de façon volontaire parce que c'est comme ça, là. Puis quand mh. on a œuvré dans un monde de recherche, on sait.
On le voit, Ouais. on l'a vu. Fait que c'est beaucoup plus facile, non seulement premièrement, il faut utiliser en anglais, parce qu'on est Mmh. formé en anglais. Il faut Mmh. accéder à la littérature scientifique en anglais, mais aussi de comprendre, avoir un esprit critique, comment lire une méthode de recherche, comment faire parler les statistiques. Comme la plupart des chercheurs sont capables de débattre d'un article scientifique puis de se parler pour dire pourquoi toi t'arrives à ça, pourquoi toi t'arrives à ça. Ouais. Puis on a une discussion critique, puis la science évolue, c'est pas stagnant, ça change. Ben, Et en là, tout oups, cas, c'est ça malheureusement, la science. c'est ça la science. Puis là, en ce moment, il y a un petit problème par rapport à ça. Léger. Un petit problème de rien du tout. Il faut comme régler quelques petits problèmes pour que ça revienne, des débats, des discussions, des ouvertures, Ouais. des argumentations, ce qui était le cas avant. Je veux Mmh. dire, ça a toujours été le cas avant. Ouais, Et c'est je ça, ça s'est, gâté, disons, dans les dernières Ça s'est ouais. gâté. Puis j'assistais à mon congrès en France cette année, puis les professionnels, il y en a qui sont chercheurs, il y en a qui sont cliniciens. Écoute, il y avait des arguments là, devant la salle, ils parlaient pourquoi. Je me disais, bon, un débat, tu sais, on parle d'idées, on évolue. Tu sais, c'est Oui, ça ça. fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est ce Ah, qui manque vraiment beaucoup, 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 beaucoup ici. vraiment, vraiment. Fait qu'il faut faire super attention. Il y a des grosses je veux dire, on pousse beaucoup pour les grains puis le verre en ce moment. Il faut Ouais. se poser la question, euh, pourquoi? Qui a un avantage financier à faire ça? Mmh. Parce qu'il n'y a personne qui va mettre de la publicité, qui va pousser s'il n'y a pas, c'est pas payant au bout. Non, c'est Hein? ça, exactement, exact. Ouais. Écoute, on pourra peut-être se reparler dans le futur aussi pour, pousser, cette discussion-là, mais, Avec merci vraiment, plaisir. c'était édifiant. Ça montre que j'ai appris plein de choses. Puis, je Oui, pense que c'était une conversation importante à avoir, donc, merci pour ton temps, avec Geneviève. plaisir. C'est tout un univers à découvrir. Ça me fera plaisir d'en rediscuter, mais merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait Mais vraiment merci chaud au de l'avoir cœur. accepté, Geneviève. Bye. Merci. Bye.